Sur cette partie de matinée, certainement, vous avez vu déjà le déroulé. Je vais vous le reprendre un petit peu. On va faire un petit temps d'introduction très succincte, notamment un petit peu qui nous sommes, avec une présentation d'Agorès par Anne-Sylvie et Sylvestre ici présents. Et j'avais fait une diapo pour dire les participants et présents, bon, sachant qu'il nous en manque pas mal, mais ça permet aussi de savoir qui c'est que vous avez autour de la table, de la fausse table. On verra ensuite dans une première partie, une partie plutôt théorique, donc comment insérer du dialogue dans la rédaction du cahier des charges et pourquoi. Donc ça sera avec Sylvestre Nivet, présent ici, et une deuxième partie sur plutôt un côté opérationnel, sur de la théorie à la pratique, qui sera présentée par Anne-Sylvie Charmasson, qui est ici présente aussi. Et on clôturera un petit peu par une troisième partie sur la télédéclaration, entre cette obligation et opportunité aussi de faire le lien entre le marché public, comment on l'écrit, et la télédéclaration qui est maintenant obligatoire. On vous propose, on verra si c'est un besoin ou non, mais on vous propose, c'est quelque chose qu'on a vu entre nous, d'avoir 30 minutes si possible, souhaité, supplémentaires après-midi, qui pourront être sur de l'échange simplement libre, suivant les disponibilités de chacun. En tous les cas, nous sommes disponibles pour vous offrir ce temps-là. Voilà. Euh, pour rappel, donc ce webinaire, il est en partenariat avec évidemment la métropole, puisque nous, Alec, nous travaillons avec la métropole, avec le pôle biodiversité, paysage, agroécologie et alimentation, ce qu'on appelle communément la P2A, avec le service stratégie agroécologique alimentaire, qui est représenté par Badi Alameldine, qui est aussi présent dans les participants. Et donc Agores, qui est l'Association nationale des directeurs de la restauration collective, qui a eu la gentillesse d'accepter d'intervenir sur ce sujet-là et de nous amener leurs compétences. Voilà. Donc je vais les laisser présenter leur structure. Et puis après, on verra qui est autour de la table. Alors, je ne sais pas si c'est Anne-Sylvie ou Sylvestre, je vous laisse prendre la main. Comme tu veux, Anne-Sylvie. Vas-y, Sylvestre, je t'en prie. Bon, déjà. Bien, bonjour à toutes et tous. Alors, je vais d'abord commencer à remercier la métropole de Montpellier et puis Madame Lacouture de nous avoir conviés à ce webinaire qui est tout à fait dans le cadre des missions et en tout cas de des objectifs de l'association Agores. Alors, Agores, c'est une association qui a 40 ans, qui a une quarantaine d'années, et qui regroupe des techniciens, des gestionnaires, des directeurs de la restauration, le titre a évolué après toutes ces années, et des élus en charge de la restauration collective. Donc on a à peu près 1500 adhérents répartis sur alors, toute la métropole, mais aussi beaucoup dans les Outre-mer. La restauration territoriale, forcément, dès qu'il y a une école, elle est partout. Donc, on a La Réunion, Martinique, on a même le gouvernement de Polynésie française qui adhère chez nous. Donc, vous voyez, on regroupe vraiment l'ensemble des collectivités territoriales qui ont en charge la gestion de leur restauration collective, les écoles évidemment, mais aussi d'autres segments peuvent être gérés par les collectivités locales, des crèches, des résidences de personnes âgées, de la restauration administrative, et j'en passe. Voilà, donc la restauration collective, c'est un sujet qui est récurrent, qui existe depuis de nombreuses années, qui a connu tout un tas comment dirais-je, d'évolutions. Et récemment, avec l'appropriation par l'État de mesures qu'on appelle communément la loi Egalim, Agores a été sollicité pour représenter la partie de la restauration en régie au sein d'un certain nombre d'instances, le Conseil national de l'alimentation, qui est une instance interministérielle de réflexion sur les sujets vastes de l'alimentation. On est membre du Conseil national de la restauration collective, qui est une instance qui a été créée par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation suite à la loi Egalim pour coordonner un petit peu toutes
les tenants et les aboutissants de la loi Egalim. Et on a un certain nombre de nombreux partenariats avec des agences de l'État, avec l'ADEME, avec l'Agence Bio, avec beaucoup aussi d'autres secteurs de l'association. Voilà, donc à Gorès, il y a une vingtaine d'administrateurs, tous des bénévoles, le cœur sur la main. Non. En tout cas, les convictions que la restauration collective ne sert pas simplement à nourrir les enfants, mais à une mission beaucoup plus large au niveau des collectivités locales de toutes sortes, hein, puisqu'on a des adhérents qui sont des adhérents, on a les conseils départementaux avec les collèges, on a les régions, conseils régionaux, vous voyez, donc on a beaucoup de sortes de restauration, les implications que ça a avec l'agriculture, avec les filières locales, avec les résiliences des territoires pour leur alimentation, et puis des politiques aussi durables, hein, les impacts environnementaux de l'alimentation et les impacts de santé publique. Voilà. Donc on participe à tous ces groupes de travail et on a à ce titre participé à la rédaction d'un certain nombre de guides, dont un sera particulièrement utile, je vous le dirai tout à l'heure. Voilà. Donc voilà à quoi ça sert Agores. Adhérer à Agores, pour nous, c'est uniquement une démarche, en tout cas, de conviction, hein. Les adhésions, c'est minime, hein. Les adhésions, il n'y a pas de tarif, c'est pas cher, quoi. Voilà, c'est tout. Mais c'est surtout participer à un réseau. Et puis aussi, un des objectifs d'Agores, c'était que les responsables de restauration sont un petit peu isolés dans leur collectivité. Ils ont du mal à aller, puisqu'une collectivité, par essence, c'est un seul ensemble. Et donc, ça permet d'échanger sur de nombreux sujets, d'échanger sur des sujets techniques, mais sur des sujets aussi plus génériques. Donc, ça sert à ça, Agores. C'est un réseau de professionnels, comme il en existe d'ailleurs dans d'autres segments de la fonction publique territoriale, hein, comme les directeurs techniques ou les secrétaires généraux, ou etc. Donc, voilà. L'ANDEF pour les directeurs de l'éducation. Donc, c'est Agores, c'est ça. Voilà, on est fini. Merci Sylvestre. Alors, n'hésitez pas. Bon, après, je me doute, il y a le site internet. Et si vous avez des questions sur la structure, vous pouvez aussi les passer par le chat. On va donc continuer. Donc, les présents aujourd'hui, je ne vais pas tous les reprendre, mais voilà, vu que le support sera mis en ligne. Vous pourrez vous retrouver. Bon, on a Cyril qui nous a rejoint entre-temps. Voilà, n'hésitez pas à voir qui est présent et de toute façon, dans les échanges après, vous pourrez vous retrouver. On va commencer avec cette première partie du webinaire. Donc, comment amener du dialogue dans l'écriture de son cahier des charges. Vaste sujet. Donc, Sylvestre va nous présenter. Donc, je reprends bien. On a un temps où Sylvestre nous présente. On a le chat en parallèle pour récolter vos questions et on a prévu à chaque fois un temps d'échange libre pour répondre à ces questions, voir aussi si vous souhaitez partager votre expérience. Donc n'hésitez pas à poser sur le chat et on aura le temps ensuite de répondre et d'échanger à ces sujets. Sylvestre, je te relaisse la main et n'hésite pas à me dire pour passer les diapos. Merci. Voilà. Merci. Bon, c'est encore moi. Euh, voilà. Voilà, bah, ça y est, tu peux mettre la première diapositive. Alors, c'est vrai que comment dirais-je, la restauration collective, comme vous en savez, enfin peut-être, je vais peut-être faire un peu de généralité au début pour recadrer un peu le sujet, où vous la gérez vous-même et vous êtes en régie, avec tout un tas aujourd'hui de formes de régie, hein. La régie, comment dirais-je, est protéiforme. Il y a des sociétés publiques locales. Il existe depuis longtemps des syndicats intercommunaux ou des collectivités qui gèrent elles-mêmes la régie. Il y a vraiment une multitude de formes juridiques, en tout cas de gestion de la restauration territoriale, ou alors vous faites appel pour les collectivités qui ont choisi de ne plus s'occuper directement
de cette activité-là pour tout un tas de raisons dont sont tout à fait, nous, à Gorès, on est tout à fait conscients que c'est une forme tout à fait pertinente pour certaines collectivités de déléguer, d'une manière générale, sa restauration. Donc, dans votre cas, il y a l'aspect de confier à un tiers, au travers un marché public, hein, puisqu'on est quand même dans un cadre de la commande publique, de confier cette prestation. Et cette prestation de service, elle, elle a, dans le cadre d'ailleurs on dit prestation de service, mais c'est toujours un peu une espèce d'ambiguïté, c'est-à-dire que c'est un service, mais en même temps on livre des repas, on livre bien du concret, quoi. On livre bien des denrées préparées ou brutes pour certains cas, il y a toutes les formes, hein. Et donc c'est une prestation de fourniture et de service qui est récurrente. C'est-à-dire que contrairement à un achat public, alors je vais vous prendre de véhicules ou un achat public de fournitures de bureau, vous allez passer un marché, vous allez acheter des biens, et puis on va vous les livrer, et puis après ça, c'est terminé. Là, comment dirais-je, la prestation de repas, euh, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'on va vous livrer, c'est tous les jours que le titulaire du marché va effectuer comment dirais-je, sa prestation. Ce qui donne une certaine complexité, c'est-à-dire que, notamment de par la nature de ce que vous allez acheter, c'est-à-dire que vous allez acheter un repas avec, c'est pareil, un repas ou des prestations ou des goûters ou des petits déjeuners ou tout ce que vous voulez, des repas du midi ou des repas du soir. Il y a vraiment une multitude de formes et d'organisations qui peuvent être alors en gestion sur place, hein, vous pouvez avoir une délégation avec une cuisine sur place, un cuisinier du prestataire, ou alors des repas complets. Là, on va vous livrer, ça s'appelle évidemment la livraison de repas. Donc c'est pareil, cette prestation, elle est complexe parce que elle a une nature com- compliquée. L'alimentation, c'est quelque chose de compliqué. L'alimentation transformée, l'alimentation qui répond évidemment à des normes et à un certain nombre de règles, notamment la sécurité alimentaire, mais pas que. Et cette prestation, elle est récurrente puisque quand vous signez avec un prestataire, vous signez pour un an, renouvelable une fois, deux fois, trois fois, et vous vous engagez dans la durée, et dans la durée quotidiennement, ou au moins les 140 jours scolaires que vous avez dans l'année, quoi. Parce que pas si vous avez travaillé le mercredi ou pas, mais voilà une des particularités d'un marché de prestation de services en restauration, c'est cette espèce de continuité. C'est-à-dire que d'une certaine manière, vous vous exposez et c'est plus compliqué à contrôler puisque c'est un contrôle dans la durée. Voilà. Le deuxième point, c'est que la définition du besoin, hein, donc je vous fais pas je vous l'ai remis après, mais vous verrez, je vous l'ai remis après pour les différentes grandes phases d'élaboration d'un marché public. La deuxième particularité, c'est une définition des besoins qui est complexe. Pourquoi? Parce que ça peut paraître simple. Bon, vous me livrez des repas pour mon école, les jours scolaires, vous m'en livrez autant, etc. Mais définir ses besoins d'alimentation, euh, c'est vrai que pendant des années, il y avait une cale qui était le GEMRCN, vous savez, l'équilibre alimentaire prévu dans des textes qui avaient été élaborés par le ministère de l'Intérieur pour le marché public, en fait, ministère de l'économie et des finances. Les deux avaient participé. C'était simplement pour définir l'équilibre alimentaire. Mais tout cela a été un peu bousculé, puisque maintenant, on s'aperçoit que les collectivités locales ont besoin d'établir une politique de l'alimentation. Alors, une politique de l'alimentation, c'est quoi? Ben, c'est évidemment de la santé publique, comme je l'ai dit un peu en préambule, c'est l'origine des matières premières, c'est la qualité du service, c'est le gaspillage alimentaire, enfin, c'est des, des, comment dirais-je, c'est aussi un certain nombre d'injonctions sociétales, hein. Vous avez des repas pour convenance religieuse, vous avez des repas aussi pour convenance philosophique, hein, des repas végétariens. Donc voilà, la définition d'un repas, qu'est-ce que je désire
au travers la prestation qui va être livrée par ou fournie par le prestataire, c'est quelque chose qui est complexe à définir en soi. Voilà. Et ça commence toujours par, dans le cadre d'un marché public, où je veux aller. Voilà. Qu'est-ce que je veux? Concrètement, qu'est-ce que j'ai besoin? Et surtout, qu'est-ce que je veux pour ma restauration collective? Voilà. Vous avez aussi alors, des obligations légales. Alors, il y avait la sécurité alimentaire, ça, on ne peut pas y faire, on ne peut pas y couper, et puis c'est quelque chose d'absolument nécessaire et incontournable. Vous avez l'équilibre alimentaire à travers j'allais dire, ce machin, le GMRCN. C'est vrai que c'était un peu compliqué, le GMRCN. C'est-à-dire que on avait des fréquences d'apparition des plats. Comment définir la qualité d'une alimentation? C'est pareil. Comment on définit ce que c'est qu'une alimentation de qualité? Voilà. Hein. Donc, pour la petite histoire, j'ai participé à un groupe de travail du Conseil national de l'alimentation. Ils ont un site internet. Vous avez tous les avis qui sont sur le site internet. Qu'est-ce qu'une alimentation favorable à la santé? Ben, on a passé tout un tas de réunions avec des sommités médicales, des gens de tout un tas de domaines pour définir qu'est-ce qu'une alimentation favorable à la santé. Et bien là, qu'est-ce qu'une alimentation de qualité? C'est quelque chose qui était compliqué à définir dans le GMRCN, y compris des notions de quantité. Parce qu'évidemment, l'alimentation, c'est bien, mais il y a une forme de satiété qui est nécessaire. C'est-à-dire que si vous mangez bien, mais que vous sortez du repas, que vous avez faim, c'est souvent des retours que vous devez avoir ou que j'ai eu pendant des années des familles. Oui, mon enfant n'a rien mangé. Bon, ah bah oui, s'il n'a rien mangé. Pourquoi il n'a rien mangé? Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'obligations légales. Et puis, la dernière obligation légale, et qui est probablement une évolution majeure dans le cadre de ces prestations de services en restauration collective, et je vous dirai pourquoi c'est quelque chose qui remue beaucoup en ce moment, c'est la loi Egalim. C'est-à-dire que la loi Egalim, peut-être que Sylvie nous refera un petit récapitulatif de la loi Egalim, qui est pareil, hein, qui est multi-sujet. Hein. La loi Egalim, c'est pas uniquement la tête de gondole qui est les 50% de produits de qualité, dont 20% de produits bio, et je vous passe les autres complexités qui ont été rajoutées par le législateur. Il y a d'autres sujets, si vous voulez, de la loi Egalim qui sont aussi qui rentrent dans une démarche là, vraiment de définition d'une politique alimentaire de votre collectivité. Le gaspillage alimentaire, c'en est un, mais vous avez aussi une forme d'éducation à l'alimentation. Enfin, il y a vraiment beaucoup de sujets qui sont intégrés à cette loi Egalim. Alors, ça rend compliqué, c'est vrai que ça rend compliqué sur certains aspects le déroulement, ou en tout cas la définition du besoin par comment dire, le donneur d'ordre, mais également le déroulement du marché. Et à ce titre, le déroulement du marché, c'est pour ça que je voulais intervenir on m'a demandé d'intervenir sur ce sujet-là. Ben, avant, on vous donnait une quantité de repas parce que vous l'aviez sur vos factures du nombre de repas. On vous donnait quelques éléments chiffrés. Maintenant, vous rentrer dans un détail beaucoup plus fin. Et dans ce détail beaucoup plus fin, évidemment, ça met en exergue une des parties de la qualité, c'est-à-dire que la qualité intrinsèque de l'alimentation qui rentre dans les repas. L'autre dernier point, c'est que justement, cette qualité, j'ai mis subjective et sensible. Elle est subjective parce que définir la qualité d'un repas, c'est bien sur la partie théorique, c'est-à-dire que théoriquement, mon repas est de qualité. Pourquoi? Parce que les matières premières qui sont utilisées sont de bonne qualité. Oui, mais il y a aussi la réalisation, parce que ça peut avoir des bons produits mal cuisinés. Il y a aussi toute une partie de la livraison du repas, ou en tout cas la partie d'organisation de la production. C'est bien d'avoir un bon repas bien cuisiné, encore faut-il qu'il soit livré à l'heure. Voilà, parce que s'il n'est pas livré à l'heure ou s'il n'est pas livré, encore faut-il qu'il soit livré en bonne quantité. Voilà, parce que c'est pareil, si vous avez 250 convives et que vous avez que 200 repas,
ça va vous poser un certain nombre de problèmes. Donc, il y a énormément de sujets, ou en tout cas de composantes, dans ce que c'est que la qualité, ce qu'on entend de la qualité d'un repas. Voilà. Et puis, après, j'ai souvent l'habitude de dire, alors moi, je gérais que des grosses collectivités, hein. J'étais pendant 20 ans directeur de la restauration du 18e arrondissement de Paris, et puis 20 ans à la Grand Poitiers, directeur de la restauration à Grand Poitiers. Donc, vous voyez, il y avait à peu près, à Paris, on était 15 000 et à Poitiers, on était 8 000. Et donc, vous allez faire manger un repas commun à X centaines ou des centaines ou des milliers de convives. On sait pertinemment que tout le monde n'a pas les mêmes goûts, que tout le monde n'a pas les mêmes habitudes alimentaires, et pourtant la restauration collective, c'est une organisation commune, hein, et qui a le sens, justement, hein, qui a du sens, puisque on ne peut pas s'occuper de chacun individuellement dans un cadre d'un service public global. Et en plus, ça touche à une forme d'affection profonde, des réflexes profonds, c'est-à-dire que faire manger le même repas tous les jours à une cohorte extrêmement importante d'enfants, c'est forcément s'exposer à ce qui est soit pas l'habitude, ou soit n'aime pas, ou soit une appréhension de l'alimentation différente suivant leur état de santé ou leur état de forme. Donc c'est vrai que cette qualité, définir la qualité de l'alimentation et la gérer dans la durée, c'est quelque chose de complexe et sensible, parce que le public, la majorité des publics, hein, dans la restauration scolaire, ce sont des enfants. C'est une population sensible, à juste titre d'ailleurs, et c'est pas toujours le consommateur qui est l'interlocuteur, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez derrière la gestion, vous retrouvez ça souvent dans les services de l'éducation, et c'est souvent aussi pour ça que dans les collectivités, le service de la restauration est plus ou moins connexe avec l'éducation. Vous retrouvez ça dans la gestion des parents où, évidemment, ils colportent ce que leur enfant leur a raconté, alors avec très probablement une partie du temps du sens, mais parfois des réflexes ou des commentaires qui sont complexes, et ça rend cette prestation sensible, notamment au niveau des élus, évidemment, qui sont le récipiendaire de toutes ces remarques et complaintes c'est plus souvent des reproches que des compliments. Voilà. Bon. Donc ça, c'est la première définition. Donc c'est vrai que aller contrôler et aller suivre un marché de restauration collective, c'est quelque chose qui nécessite, et qui est, à mon avis, dans la phase de l'exécution du marché, essentiel. Donc, dans les différentes phases de construction d'un marché, alors pour les spécialistes du marché public, hein, je suis très, très, comment dirais-je, je vais très simplifié, la définition des besoins. Donc, c'est ça qui est complexe, mais qui nécessite vraiment comment dirais-je, de se poser, et en tout cas de poser à principalement vos élus. Alors, je ne sais pas s'il y a des élus autour de l'écran, mais aux élus, de la définition de la politique d'alimentation, la définition de l'organisation de votre collectivité pour la prise des repas, le nombre de sites, le nombre de repas par site, etc. Je vous en passe. Donc ça, la définition des besoins, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement qui nécessite franchement d'y passer du temps. C'est l'assurance, j'allais dire, de rien oublier, mais surtout d'avoir une prestation qui correspond bien à vos attentes. C'est principalement dans un des documents qu'est le CCTP, hein, cahier des clauses techniques particulières dans un marché de restauration, c'est ça, hein. C'est de lister vraiment tout ce que j'ai besoin et tout ce à quoi je fais référence. La deuxième partie, qui est une partie qui existait, qui a toujours existé, mais qui est maintenant beaucoup plus, comment dirais, les acheteurs publics ont vraiment mis un point un point d'importance, c'est le sourcing. C'est-à-dire que si vous définissez des besoins qui ne sont pas compatibles avec l'organisation du marché, c'est-à-dire que si vous allez chercher un prestataire de restauration qui n'est pas capable, parce qu'un prestataire de restauration, par essence, si vous êtes de surcroît, si vous êtes en livraison de repas, il va forcément ne pas être très loin de votre point de consommation, hein. Vous n'allez pas vous amuser à Montpellier à vous faire livrer des repas à partir de Lyon, ou de Lille, ou de Lyon, ou de Metz, ou de Nancy. Donc forcément, il va vous falloir tout de même connaître
l'organisation économique de ces prestations et quelque part aussi, comme la prestation est une prestation d'exécution et complexe, de connaître un peu, j'allais dire, la réputation. Oui, le savoir-faire, pour être politiquement correct, le savoir-faire de ces différents prestataires. Et ça, vous avez tout à fait la possibilité d'aller interroger des clients de ce prestataire. Voilà. Et eux, ils vous diront s'ils sont satisfaits ou pas satisfaits. Je pense qu'il faut quand même que vous alliez un petit peu plus loin, c'est de leur demander pourquoi ils ne sont pas satisfaits. Parce que c'est pareil, alors je reviens à mon propos préalable, il y a une forme comment dirais-je, il y a une forme de subjectivité dans l'insatisfaction de la fourniture de repas. La démarche rédaction, passation, alors j'ai mis en italique vraiment celles qui sont concernées par la partie comment suivre son marché. Définir ses besoins, oui, forcément. La rédaction, ben là, vous allez être obligé d'aller définir concrètement, chapitre par chapitre, sujet par sujet, ce que vous attendez. Alors ça, c'est pour ça qu'il y a des rédacteurs dans la fonction publique. C'est complexe aussi de définir. Ah bah oui, mais ça me paraissait évident que les repas devaient être comme ça. Ben, oui et non, il faut l'écrire. Voilà, parce que sinon, les prestataires, eux, ont une certaine spécialité à décortiquer votre CCTP en vous disant, oui, mais ça, vous ne l'aviez pas prévu. Donc, au mieux, bon, bah, je vais vous le faire. Au pire, ça va vous coûter tant en plus. Voilà. La passation du marché, ça, je vous laisse. Le jugement de l'attribution, alors ça, c'est, à mon avis, beaucoup d'acheteurs me disent, enfin, quand je les interroge, me disent pas ça. C'est le règlement de la consultation. Et le règlement de la consultation, dans le cadre d'un marché de prestation de services, c'est justement une des pièces les plus importantes. Parce que c'est la pièce où vous allez juger, proportionnellement juger l'offre sur les critères que vous pensez être essentiels. Et évidemment, ce qui se passe souvent, c'est quand on a un problème avec un prestataire, le marché d'après, on appuie sur ce problème-là. C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir de nouveau le même problème. Donc, on va tendance à surestimer ce problème-là et sous-estimer les autres. Ne vous inquiétez pas, la fois d'après, vous n'aurez plus le même problème, mais vous en aurez un autre. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir aussi et bien détailler votre jugement des offres et le règlement de la consultation. Et puis, dans le règlement de la consultation, c'est là aussi où vous pouvez intégrer. Alors, c'est toujours un sujet complexe parce que je vais aller voir après, je vous en parlerai plus profondément, mais c'est là où vous allez attribuer les pénalités. C'est-à-dire que c'est là où vous allez dire, si vous n'exécutez, on vous a jugé sur certains sujets, si vous ne respectez pas ces sujets-là, forcément, comme il y a une partie financière dans l'attribution des offres, on vous pénalisera à hauteur de temps. Et ça, les pénalités dans un marché de prestations de services, c'est toujours un petit peu compliqué en soi, parce que il faut que ça soit, et c'est légitime, axé sur du concret. C'est-à-dire que c'était pas bon. Vous m'avez livré des repas, ça fait pas bon, j'ai plein de gens qui se plaignent. Jamais vous pourrez mettre une pénalité parce que les gens se plaignent. Ouais, ils se plaignent, et ben oui, parce que c'est des râleurs chez vous. Non, vous m'avez livré des repas parce que ça, c'était pas suffisamment, les grammages sont pas bons, parce que il y avait, comment dirais-je, des problèmes de qualité bactériologique. Voilà, là, vous avez des éléments. Et dans les pénalités, c'est un chapitre qu'il faut essayer de développer le plus possible mais tout en gardant une forme de proportionnalité. Voilà, parce que vous ne pouvez pas économiquement tuer votre prestataire à chaque fois qu'il fait une erreur, quoi. Sinon, vous allez avoir du mal dans la durée de votre marché. Voilà. Et puis l'exécution du marché, je vous l'ai mis en gras parce que on va en parler après. Exécution du marché, ben, c'est la partie où ben, ça y est, c'est bon, c'est attribué. À partir du 1er janvier, vous avez un nouveau prestataire. On va voir ce qu'il vaut. Et puis, il nous a garanti sur le papier que ça serait parfait, que ça se passerait bien. Voilà. Donc, si vous voulez mettre là, voilà. Alors, comment dirais-je, le dialogue dans la durée du marché. D'abord, le dialogue avec un prestataire de restauration collective, c'est essentiel parce que vous allez avoir une prestation dans la durée
et que dès lors qu'il y a un écart par rapport à ce que vous aviez prévu, alors quel qu'il soit, hein, ça peut être un écart, je passe l'ensemble des raisons pour lesquelles ça peut dysfonctionner. Il y a un moment donné, il faut le corriger, cet écart. Et ça, la correction de cet écart, évidemment, vous allez la faire parce que vous allez téléphoner à votre prestataire en râlant, en disant que les repas ont été livrés à midi alors que les enfants étaient déjà à table. Je n'en pas ça. Mais comment dirais-je, cet écart et hop, c'est parti. Voilà. Ce dialogue, il est nécessaire dans votre cahier des charges de le définir. Parce que la prestation de service aussi, c'est quelque chose qui comment dirais-je, il faut comprendre que vous signez un marché pour qu'on vous livre des repas. Il est signé, le marché il est signé, on va vous livrer des repas. Vous allez effectivement recevoir des repas, ou des menus d'abord, voilà, donc qui correspondent normalement à votre cahier des charges. Et puis vous allez avoir une forme comment dirais-je, de continuité, c'est-à-dire que vous allez recevoir des repas à chaque fois, et puis après tout, ils mangeront ce qu'on leur a donné. C'est pas ce que vous cherchez. Ce que vous cherchez, c'est une prestation complète, c'est-à-dire une organisation qui fait que votre service de restauration, il ne s'arrête pas forcément à la livraison des repas. Vous avez aussi, alors c'est bien souvent le cas, mais quoique non, il y a des cas où c'est externalisé aussi, vous avez aussi toute la partie qui se passe dans le restaurant. Et puis une fois que vous avez dans le restaurant, vous pouvez aussi avoir une politique éducative de l'alimentation qui se passe dans les restaurants à travers un accompagnement de vos personnels ou des animations nutritionnelles ou un certain nombre de choses que vous avez définies. Donc c'est pour ça que dans un marché de prestation de repas, je pense que celui qui termine avec son prestataire et qui n'est pas satisfait de son prestataire, c'est aussi parce que la collectivité contractante n'a pas mis en place des outils nécessaires pour, en tout cas, faire évoluer son prestataire ou, quelque part aussi, comprendre les limites de ce prestataire. Voilà. Vous savez, un sujet qui est aujourd'hui délicat, c'est la partie qualitative de l'alimentation de la loi Egalim. Alors, normalement, quand vous passez un marché public, vous êtes censé passer un marché public en conformité avec les obligations légales que vous avez. Ça me paraît légitime. Quand vous achetez une voiture, si elle n'a pas des clignotants, ça paraît évident de ne pas demander des clignotants quand vous rachetez un véhicule. Enfin, quand vous allez acheter des repas, la loi maintenant, c'est 50% de produits de qualité, dont 20% de bio, et puis deux, trois complexités au niveau du plat protéique. Enfin, voilà. Et puis une fois par semaine, un repas végétarien. Voilà. Donc, un végétarien avec des œufs, avec du fromage, mais pas de protéines animales. Voilà. Sauf les œufs. Donc, cette loi Egalim, ben, aujourd'hui, comme elle est récente, alors, elle est récente, oui, c'est 2022, mais elle est récente, mais je pense qu'il y a un certain nombre de marchés en cours qui auraient pu être contractés avant la mise en place de la loi Egalim. Et là, dès lors que vous allez renouveler votre marché, il va falloir le préciser. Alors, si vous voulez, hein, votre collectivité, vos élus peuvent dire non, moi la loi Egalim, ça ne m'intéresse pas, c'est des produits de qualité, ça va faire augmenter les prix, je n'ai pas les moyens de payer, n'exigez pas la loi Egalim. Bon, alors après tout, si vous êtes un acheteur averti, ben, vous le préciserez. Le marché ne respectera pas les dispositions de la loi Egalim. Mais inversement, si vous voulez, alors je ne vois pas trop beaucoup d'élus il y en a toujours, hein, mais je ne vois pas beaucoup d'élus qui iraient dire rendre à leurs administrés, non, c'est pas grave, la qualité de l'alimentation des enfants, on passera à autre chose. Non, il y a un moment donné, je pense qu'il y a quand même une nécessité de définir dans votre marché public que vous souhaitez que le prestataire respecte les termes de la loi Egalim. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas de réunions et d'interlocuteurs qu'on a à Gorès, on a le syndicat national de la restauration collective, qui est
SNRC, qui est le syndicat professionnel des grosses entreprises de restauration collective. Alors, il y en a un autre, il y a le SNERS, mais c'est des plus petites unités, qui dit que si ce n'est pas précisé dans le marché, ben, comme il y a une concurrence qui se fait, notamment au niveau du prix, et le prix découle de la qualité des denrées, forcément, si ce n'est pas précisé dans le marché, ça veut dire que le donneur d'ordre ne souhaite pas forcément que la collectivité respecte les, les termes de la loi Egalim, donc on répondra sans respecter la loi Egalim. Voilà. Donc, je vous engage quand même je vous engage quand même à le préciser. Voilà. L'autre sujet, c'est donc de se dire un dialogue dans un marché de ce type, ça doit comment dirais-je, ça doit se définir. C'est-à-dire que vous devez, à mon avis, avec votre prestataire, dire voilà, je voudrais que vous me rendiez compte d'un certain nombre d'éléments à telle fréquence et sous telle forme. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait dire, alors, il y en a qui utilisent comment dirais-je, il y en a qui utilisent des commissions de menu, qui font des commissions de menu ou commissions de restauration. Mais je pense que l'exécution d'un marché de services dans la complexité que ça a, d'un marché de fourniture de repas ou un marché de prestation de services avec un cuisinier chez vous, et de la livraison de repas, ça nécessite au moins 2 ou 3 fois par an de faire un point avec votre prestataire. Notamment, comment dirais-je, et d'en définir la composition. Parce que le prestataire, vous avez toujours un interlocuteur chez votre prestataire. Donc ça me paraît être évident que c'est celui-là que vous avez besoin. Mais je pense aussi c'est possible qu'il y ait peut-être un élargissement. Par exemple, si vous faites livrer les repas à partir d'une cuisine centrale, ben, vous pouvez exiger que le chef de la cuisine centrale soit présent aux côtés de votre responsable de secteur. Voilà. Parce que vous, ça vous intéresse d'avoir l'organisation complète, surtout que souvent dans les offres, alors si ma mémoire est bonne, hein, dans les offres de vos prestataires, on vous déroule l'organigramme de la société puis l'organigramme de la cuisine centrale. Donc en fait, c'est quelque part une exigence que vous pouvez avoir, de faire un point réellement avec l'ensemble des acteurs de votre prestataire qui servent à votre prestation. Ça se définit dans le CCTP, organisation et contrôle de la prestation. Voilà, nous ferons un point 3 fois par an à telle périodicité, machin, pour suivre les éléments. Vous avez aussi un autre sujet, et c'est pour ça que la loi Egalim, quelque part, peut aussi vous apporter une forme de nécessité, mais aussi une raison pour laquelle vous allez contrôler l'exécution de votre prestataire, c'est que la loi Egalim, elle demande aux collectivités de déclarer des données chiffrées. C'est-à-dire qu'elle le demande, elle exige, hein, c'est une déclaration obligatoire. Donc votre collectivité, elle est obligée tous les ans de déclarer comment dirais-je, l'organisation et le rendu de ses achats de denrées alimentaires. Voilà. Donc les achats de denrées alimentaires, bah, c'est des euros, hein, je ne vois pas trop comment on peut les classifier autrement. Donc il va falloir que vous ayez ces données-là. Et ces données-là, dès lors que vous déléguez votre prestation, elles sont confiées à un prestataire. Alors, c'est pour ça que vous comprenez la difficulté que ça engendre, hein, dans les marchés de repas. C'est-à-dire que le délégataire, il est censé être obligé de vous communiquer le montant des achats de denrées alimentaires qui ont servi à la réalisation de vos repas. Voilà. Alors que lui, il vous vend des repas complets. Donc, ça vous permettrait, théoriquement, de voir dans le prix de vente du repas qu'il vous fait, quelle est la partie qu'il quelle est la partie qu'il donne aux denrées alimentaires. Mais ça, comment dirais-je, le ministère de l'Agriculture, hein, les parlementaires exigent que le ministère de l'Agriculture leur fournisse ces statistiques-là. Donc, votre collectivité, elle est obligée de le faire. Elle est non seulement obligée de le faire, mais jusqu'à présent, alors, je vous allez remercier Agorès, non, on n'a pas été les seuls, mais
Agorès a milité et on a quand même obtenu qu'il n'y ait pas de pénalité. Parce que dès lors qu'il y a une obligation légale, hein, le législateur peut mettre des contraintes. Et les contraintes, dans ces cas-là, c'est des pénalités financières. Donc là, il n'y a pas de pénalité si vous ne faites pas votre déclaration Egalim, hein, vous ne serez pas pénalisé. Et il n'y a pas de pénalité si vous n'atteignez pas les chiffres, les montants prévus dans Egalim. Donc ça veut dire que aujourd'hui, si vous ne le faites pas, bon, vous allez être surligné en rouge auprès de votre DRAF, là, la DRAF Nouvelle-Occitanie, ou je sais Occitanie, oui, c'est ça. Ils sont très charmants, on les connaît bien. Mais vous allez être surligné en rouge comme étant la collectivité qui n'a pas déclaré, quoi. Vous allez être dans la liste des collectivités qui n'ont pas fait leur déclaration. Mais vous risquez rien, voilà. Ils vous relanceront peut-être, ils feront peut-être un courrier. Je sais qu'il y a certaines préfectures qui font un courrier aux maires qui n'ont pas fait leur déclaration. Mais en soi, il y a pas de suite. Mais c'est un sujet qui travaille actuellement, hein, sur lequel on a beaucoup d'appels du pied du ministère de l'Agriculture pour comment est-ce qu'on pourrait contraindre les collectivités qui ne le font pas. Voilà. Bon, pour l'instant, nous, on tient bon à Gorès, on leur dit non, non, attendez, laissez du temps au temps. Les collectivités, d'abord, elles sont très éclatées, c'est une diversité importante de structures. Toutes les collectivités n'ont pas la capacité à avoir toutes ces statistiques et à faire les saisies. Donc, laissez du temps au temps. Voilà. Mais il n'y a aucun doute que ça arrivera. Il n'y a aucun doute, on ne se fait pas d'illusions. À un moment donné, il y aura une nécessité d'obligation d'avoir ces quantités-là. Donc, ça veut dire que dans votre marché, il faut bien prévoir que dans le cadre de la discussion, le prestataire, il va falloir qu'il vous donne des justificatifs sur la qualité des repas qu'il vous donne, hein, ce qu'on appelait le GMRCN, le nombre d'apparitions, le nombre de fois où vous avez des produits, de la viande, le nombre de fois où vous avez des féculents, des légumes verts, etc. Ça, il faut qu'il vous le donne, mais il va falloir aussi qu'il vous donne des chiffres, le montant des achats. Et si vous attendez la fin de l'année pour avoir le montant des achats, parce que la déclaration Egalim, c'est en année civile, si vous attendez la fin de l'année civile pour avoir les statistiques d'achat et que votre prestataire, ben finalement, il n'est pas dans les 50%, il vous a mis que 30% de produits de qualité, ben ça va être trop tard pour corriger le tir. Voilà. Donc, le prestataire, il s'exposera à des pénalités, mais ça, peut-être qu'il s'y attend déjà, mais surtout, vous, ben, vous aurez mal réalisé l'exécution de votre marché parce que vous attendez la fin pour pouvoir corriger le tir. Donc ça, c'est quelque chose. Egalim, même si Egalim ne mensualise pas Egalim ne mensualise pas comment dirais-je, les résultats. C'est-à-dire que les résultats d'Egalim, c'est sur un an. Vous devez faire 50% de produits de qualité sur un an. Voilà. Et donc, ce chiffrage-là, bah, il faut le contrôler tous les 3 mois ou tous les 4 mois. Parce que si vous, au bout de 4 mois, votre prestataire il vous a mis que 10% de produits ou 20% de produits Egalim, il va falloir sacrément qu'il vous change la qualité de ses achats alimentaires sur la période restante de l'année. Donc c'est pour ça que ces éléments-là, ils sont importants de l'avoir à fréquence régulière. Ça peut être un des objets du dialogue institutionnel de votre marché. Voilà. Il y en a d'autres, je vous ai mis la qualité, le gaspillage, les effectifs, la sécurité alimentaire. Vous pouvez leur demander de vous fournir les analyses bactériologiques comment dirais-je, des autocontrôles de la qualité de leur alimentation. Voilà. Je pense que c'est un sujet qui doit être différent de la commission de menu, parce que la commission de menu, si vous en avez une, c'est là où vous discuterez de ce que vous allez manger, hein, c'est la carte, hein, voilà. Ça, c'est un sujet beaucoup plus profond de votre prestation de service. Voilà. Vous avez peut-être aussi la nécessité de contrôler ces données, c'est-à-dire qu'on va vous donner un certain nombre d'éléments, mais il ne faut pas vous exonérer de pouvoir contrôler ces éléments. Alors, dans Egalim, dans la partie qualité d'Egalim, c'est un petit peu délicat parce que les sociétés de restauration rechignent à vous donner les factures. Parce que les factures, il y a des prix unitaires et les prix unitaires, pour eux, c'est un secret industriel. Voilà, c'est le nerf de la guerre. Mais vous pouvez quand même demander par contrôle, par sondage, en disant, ben voilà, vous me dites que vous avez fait acheté tant de produits bio, donnez-moi le détail. Voilà. Ou donnez-moi le détail par famille de produits.
Voilà. Ça peut être aussi une des manières que vous avez de contrôler la véracité des données. Et puis, ce qui est absolument nécessaire, c'est que l'exécution doit être contraignante. C'est-à-dire que si, et c'est là, je vous disais tout à l'heure, dans votre règlement de la consultation, il faut prévoir des pénalités en valeur qui soient proportionnelles. C'est-à-dire que si dans votre marché, je vais vous faire un schéma, vous payez un repas 4 euros. Dans ces 4 euros, il y a 2 euros de denrées. Dans ces 2 euros de denrées, vous avez 50% de produits de qualité. Si on ne vous met pas ces 50% de qualité, il faut au moins que la pénalité soit égale à 2 euros de repas, 1 euro. Donc ça fait 1 euro, 50%, hein, ça fait 1 euro de produits de qualité et 1 euro de produits on va dire de non-qualité, non, de produits autres, il faut aussi le pénaliser sur cet euro-là, quoi. Donc, il faut pénaliser la personne sur 25% de la valeur de son marché. Mais une pénalité qui doit être quelque part substantielle. Parce que sinon, ils feront un calcul rapide, ils se diront, je ne vais pas lui mettre les produits de qualité, tant pis, ça va me rapporter tant, même si j'ai 1000 euros par an ou 1500 euros par an de pénalité à lui verser, je serai toujours gagnant parce que de toute façon, je vais économiser 40 ou 50 000 euros de denrées. Voilà. Donc, il faut que la pénalité sur ces sujets-là, hein, sur les sujets de mesure de la quantité de denrées en euros, soit proportionnelle à l'exécution de votre marché. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à calculer. Après, évidemment, vous ne pouvez pas non plus ruiner l'entreprise avec vos pénalités, parce que sinon, vous allez perdre votre prestataire et c'est vous qui serez bien embêté. Donc voilà, donc je crois qu'il y en a une autre. Allez-y, continuez, passez celle d'après. Je vais terminer avec, je vais essayer de plus rapide. Voilà, je vais terminer rapidement parce que j'ai beaucoup parlé. Vous aviez peur du temps, mais vous voyez, c'était raté avec moi, c'est raté. Voilà, comment le dialogue, je vais terminer par ça en disant, c'est une base de confiance. C'est-à-dire que faut pas, le dialogue, oui, forcément, vous allez exercer un contrôle sur votre prestataire, mais il faut aussi comprendre que le prestataire, de par la nature même du marché, il est exposé. Il peut avoir des ruptures de produits alimentaires, hein. On a connu des tas de dysfonctionnements suite au Covid sur des filières d'alimentation. Les produits bio, c'est bien, c'est très bien, les produits bio, on est tous convaincus de la nécessité d'agir là-dedans, sauf que, évidemment, la bio, ce n'est pas le même mode de production que l'agriculture conventionnelle. Donc, il y a souvent des ruptures de produits bio, et de surcroît, si vous voulez, acheter à des petits producteurs. Donc, il faut aussi comprendre la complexité pour le prestataire de faire fonctionner une restauration. Je vous le dis parce que moi, j'ai géré de la restauration en régie, des gros services de restauration en régie, c'est des problèmes qu'on avait quotidiennement. Donc, il faut aussi comprendre, enfin, il faut aussi arriver à mettre une forme de raison, en tout cas, dans le dialogue que vous allez avoir. Voilà. Hein, bien comprendre les problèmes qu'ils ont et pas forcément les pénaliser là-dessus. Le deuxième aspect, c'est la communication auprès des convives. C'est-à-dire que vous avez une prestation sensible, donc c'est intéressant d'avoir cette communication-là, vous aussi, pour la restituer à vos convives, et pas que les convives se trouvent confrontés à un problème, quel que soit, et n'aient pas de réponse à leurs questions. Vous avez besoin aussi, dans le cadre de votre mission de service public, d'avoir une forme de dialogue avec vos convives ou les représentants de vos convives. Voilà. Voilà. Et puis, le dialogue, eh ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous n'avez pas réussi au bout du premier trimestre à atteindre les chiffres des Galim, vous avez le reste de l'année pour le corriger. Donc, c'est aussi une manière de prévoir, comment dirais-je, de mettre en tout cas dans le fonctionnement de votre marché la possibilité pour votre prestataire de corriger un certain nombre de choses. Et la collecte alors, c'est nécessaire, la collecte d'éléments contractuels et opposables. Pourquoi? Parce que dans un marché public, on dit, voilà, oh, ça fait 3 ans qu'on a avec ces prestataires-là, c'était pas bien, ça se passe pas bien, on va pas le reprendre. Puis là, vous avez votre service, la commande publique, qui vous dit, non, on ne peut pas l'empêcher de soumissionner. C'est-à-dire que pour pouvoir opposer comment dirais-je, une fin de non-recevoir à un prestataire, il faut collecter des éléments, et des éléments factuels, et des éléments un peu comme les pénalités, par exemple, en disant, parce qu'il n'a pas respecté ces termes-là, il n'a pas respecté ces termes-là, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Si vous dites, oh non, ce prestataire-là, parce que dans les écoles, ça nous remonte, c'est pas bon, ce qu'il fait, c'est pas bien, etc., ça ne marche pas.
si vous voulez. Ça, bah, oui, c'est pas bien, mais pourquoi c'est pas bien? Ah, bah, parce que c'était pas bon, la purée, elle était trop liquide, etc. Oui, là-dessus, ça ne fonctionnera pas. Mais par contre, si vous avez un certain nombre d'éléments, des fiches de dysfonctionnement, par exemple, ça se fait beaucoup, vous savez, des petits documents, hein, des fiches de dysfonctionnement que vous avez dans les écoles et qui vous remontent, que vous agrégez, voilà, et bien là, vous avez un certain nombre d'éléments factuels. Puis dans votre dialogue avec votre prestataire, vous pouvez collecter ces éléments-là et puis ben, au dialogue de fonctionnement, lui dire, ben voilà, regardez, j'ai 25 plaintes. Alors souvent, c'est une journée parce que cette journée-là n'était pas bonne, ou il y a eu un problème, mais ça peut être aussi une manière pour vous de collecter une vraie vision globale de la qualité de l'exécution du marché. Voilà. Je vais terminer avec comment dirais-je, je vais terminer avec à vous engager à aller, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà, certainement certains, mais le Conseil national de la restauration collective, donc cette espèce d'instance qui régit un petit peu, qui émane du ministère, hein, qui régit la restauration collective, dans lequel il y a les sociétés de restauration qui sont présentes. On a rédigé, il y a des groupes de travail qui sont constitués, et moi j'étais sur les guides de travail des marchés publics. Et on a fait deux guides. Un guide pour l'achat direct, sur l'achat de denrées alimentaires, donc quand vous êtes en régie, comment est-ce qu'on on peut intégrer dans les marchés d'achat de prestations alimentaires les éléments de la loi Egalim, et un autre qui vous concerne plus particulièrement, le guide d'aide à la rédaction de marchés publics en direct et en concélé. Vous avez ce guide-là qui émane du ministère de l'Agriculture, donc si vous voulez, qui n'est pas opposable. C'est ça qui est bien, c'est que tout ce qui est dit là-dedans, si vous le mettez dans votre marché public, il n'y aura aucun contrôle de légalité, personne ne vous donnera tort. C'est-à-dire que vous ferez attaquer, alors vous pourriez être attaqué pour des parties que vous avez mal fait, mais vous ne serez pas attaqué sur le fond de ce que vous allez demander, puisque c'est été validé. Hein, on travaille avec des juristes de la direction des achats de l'État, donc eux ont vraiment cette vision, et aussi des juristes du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui font très attention à ne pas mettre dans ces guides des sujets qui pourraient être opposés juridiquement. Donc tout ce qu'il y a dans ces guides, c'est intéressant, ça reprend une partie de ce que je vous ai exposé, mais vous avez tout à fait la possibilité de vous appuyer sur ces guides-là pour la rédaction de votre marché. Voilà. Donc vous le trouvez, je ne sais pas, Madame Lacouture peut-être vous enverra le lien, vous l'avez là. Hein, c'est sur la Le plateforme. lien est effectif sur la Voilà, diapo. Mm. voilà. Et vous avez ça sur le site Ma Cantine, qui est un site qui a justement été créé pour accompagner les collectivités dans la restauration collective. J'arrête là. Merci beaucoup, Sylvestre. Beaucoup d'informations. Alors, je n'ai pas vu de questions sur le chat. On peut prendre quand même quelques minutes si vous voulez rebondir sur le sujet, si vous voulez des éclaircissements, sachant qu'après, j'aimerais voilà, qu'on laisse Hmm. vraiment aussi du temps à Anne-Sylvie pour la deuxième partie. Sachant que la troisième, du coup, a bien été déjà éclairée dans votre intervention. Donc voilà, on pourra aussi réduire sur la troisième partie. Est-ce que certains ou certaines souhaitent rebondir sur le sujet ou demander des éclaircissements à Sylvestre? Ou sinon, on peut continuer, hein. C'est comme vous le souhaitez. Si vous avez des questions entre-temps qui vous reviennent, de toute façon, le chat est là pour ça. Moi, j'ai noté plein de choses. Ça vaudra peut-être même le coup de se le revisionner pour bien reprendre toutes les étapes que Sylvestre a identifiées. Donc, pas de, pas de questionnement? Bon, eh ben, je propose donc, Madame Reboul, pas de problème. Bonne journée à vous. Et puis, bah, Anne-Sylvie, je vous propose de prendre la relève, si ça vous va. On va partir du coup sur cette partie plus opérationnelle que Sylvestre, finalement, vous avez déjà un petit peu initié sur la fin de votre intervention, hein. On est bien dedans, hein. C'est, voilà. Bon, ça va vous permettre d'étayer, Anne-Sylvie. Oui, je vais essayer de pas faire de bis repetita, ça va être compliqué. Ah, bon, allez, je vous laisse la main. C'est parti. Donc ben là,
Je vais pas vous répéter. Moi, je vais vous dire juste une phrase. La confiance n'essuie pas le contrôle. Aujourd'hui, pour pouvoir communiquer, comme Sylvestre le disait, avec une société en face, il faut être bien clair dans ce qu'on écrit dans son marché, c'est le plus important. Donc, bien évidemment, la loi Egalim, donc commencez votre marché en demandant tout simplement que toutes les lois relatives à la restauration collective soient respectées. C'est comme ça, si vous en oubliez une, ça vous permet de pouvoir vous retourner un jour. Donc, tout ce qui est loi relative à la restauration collective et tout ce qui concerne les lois qui concernent tout ce qui est normes d'hygiène, bonnes pratiques d'hygiène, respect des BPH, respect de la loi HACCP, etc. Ça, c'est très, très important de bien le notifier dans votre marché. Donc, la loi Egalim, ben voilà, je vous ai fait un petit rappel sur ce qu'elle concernait sur les 5 grandes mesures. Donc Sylvestre en a bien parlé. Des mesures pour les contrôler. Dans votre marché, il est important que vous notifiez que vous allez contrôler tout ce qui va être réalisé. Donc les contrôles, je pense que j'en parle dans la slide d'après. Donc ça, c'est les présentations. Donc je reviens sur les présentations techniques, mais qui revient avec les contrôles. Donc le choix politique pour la DSP ou un marché, ça c'est votre élu qui va le décider. La volonté politique de développement de l'économie locale avec le PAT, d'impliquer vos équipes quand vous voulez imposer des choses sur comment dire, sur le développement durable, il faut expliquer aux équipes ce qui est le développement durable, ce qu'est de travailler avec des producteurs locaux. Il faut que ça soit un travail d'équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas que vous soyez tout seul à essayer de faire marcher faire dérouler un bon marché. Il faut être tous ensemble. Création d'un document programme. Donc, c'est ce que je vous disais. C'est quand vous faites votre marché, votre CCTP, c'est important de tout écrire. Les exigences qualitatives, quantitatives, le respect des lois en vigueur, ce que je vous disais tout à l'heure, et le code des marchés publics, ça, ils vous aideront toujours. Définir les besoins sur le local. Alors, on nous dit, c'est compliqué, c'est toujours compliqué d'écrire. On peut pas écrire local. Je veux du local, je veux travailler avec le producteur du coin, c'est compliqué. Par contre, vous avez des petites mesures qui passent au code des marchés publics, puisque je l'ai expérimenté, c'est d'écrire que vous voulez du local avec un lieu de récolte. Qu'est-ce que le local? Donc, vous mettez une définition dans votre marché. Le local, je vous donne un exemple, bien évidemment. Le local doit correspondre à des productions qui viennent de 250 kilomètres autour de ma ville. Je voudrais que les produits soient livrés et qu'ils aient été ramassés 72 heures avant. Ça, c'est très important. Ou aient été conservés moins de 72 heures avant. Il y a plein de petites phrases comme ça que je peux vous donner plus tard si vous revenez. Vous pouvez me poser des questions, il y a pas de souci. Faire attention au lieu de transformation. Voilà, parce qu'on va vous dire 250 kilomètres, mais si la viande, je vous donne un exemple, la viande, elle peut arriver de Hongrie et être transformée à moins de 250 kilomètres. Donc, bien insister sur le lieu d'abattage, sur l'élevage, sur où est-ce qu'ils sont nés. C'est des petites phrases comme ça qui font que vous pouvez arriver à avoir de la qualité et du local. Le temps de conservation entre le ramassage et la production ou le service, par exemple. Euh, je vous dis une bêtise, le chou-fleur doit être ramassé 72 heures avant le jour de consommation pour vous éviter d'avoir du chou-fleur de Pologne, par exemple. Je n'ai rien contre le chou-fleur de Pologne, hein, bien évidemment. Donc ensuite, la sourcing. Le sourcing, c'est important, c'est quand on veut du local, mais si on n'a rien autour de nous, c'est compliqué. Donc déjà, essayez de voir, peut-être vous faire aider de la chambre d'agriculture ou d'un AMO ou d'une équipe de quelqu'un de chez vous qui est intéressé par ce sujet pour voir ce que vous avez autour de vous. Quels sont les producteurs que vous avez et les fournisseurs qui peuvent vous aider. Les centrales d'achat, quand je parle de centrales d'achat, je ne parle pas de Pomona, mais aujourd'hui,
Alors, dans le Gard et l'Hérault, on a beaucoup de chance. On a pas mal de petites centrales d'achat qui regroupent des petits producteurs qui ne pourront pas vous livrer en direct, qui ne pourront pas répondre au marché parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont pas le savoir-faire et qu'ils ont les mains et les pieds dans la terre et qu'ils vont pas pouvoir répondre au marché. Mais vous avez des petits produits, des petites, on va dire des petites centrales d'achat, mais toutes petites, hein, qui eux peuvent le faire. Et ça, c'est super intéressant. Et qui regroupent eux les producteurs. Peut-être que vous connaissez Univers. Voilà. Liberprime. Vous m'interrompez si vous avez des questions, bien évidemment. Je reste sur la production, sur le local, sur les technicités. C'est quand il y a la construction des menus. Dans votre marché, bien noter que vous voulez des menus qui respectent les GMRCN, bien évidemment, qui respectent tous les cadres loi, bien évidemment, mais qui respectent la saisonnalité des produits. C'est-à-dire, je ne veux pas de tomates en décembre. Si vous voulez avoir quelque chose de qualité, si vous voulez travailler avec des productions locales, si vous voulez exiger des choses, il faut aussi vous noter ce que vous voulez. Je reprends l'exemple de la voiture tout à l'heure, hein, et qui est très très bonne, hein. Quand vous achetez une voiture, vous choisissez s'il y a la clim, s'il y a les feux arrière, s'il y a la caméra, s'il y a enfin, vous voyez, ben, vous, votre marché, c'est la même chose. Il faut écrire ce que vous désirez. Et c'est beaucoup plus facile après de vous retourner contre la société et de dire, attendez, moi j'ai écrit, vous ne l'avez pas respecté. Je sais qu'en général, on a des petites équipes et c'est toujours compliqué de respecter. Donc, c'est pour ça que je mets des contrôles permanents du respect du contrôle de traçabilité, contrôle des factures, contrôle du respect des bonnes pratiques d'hygiène, contrôle de la prestation. C'est pas obligé de le faire tous les jours. Vous pouvez marquer dans votre marché, les prévenir. En général, ça refroidit, que vous allez contrôler à l'aide de tableaux que je peux vous mettre à disposition et dire, je vais contrôler la traçabilité une fois par trimestre. On n'a pas besoin de le faire tous les mois. Si on n'a pas les moyens derrière humains, il ne faut pas non plus écrire des choses que vous n'allez pas pouvoir faire. Mais un contrôle au trimestre. Pourquoi le contrôle au trimestre? C'est pour rebondir sur ce qu'a dit Sylvestre tout à l'heure. Quand vous imposez 50% de qualité, de produits de qualité et 20% de bio, si vous attendez la fin de l'année, ça ne va pas marcher. Par contre, le premier contrôle au trimestre, il va faire peur à la société en face parce qu'ils vont se dire, ah, il n'est pas compliqué. Juste demander vos factures, les factures des produits, vous avez le droit, et les étiquettes, vous avez le droit. Avec un tout petit tableau tout simple, avec le menu de jour et les étiquettes et les factures qui vont en face. Le nombre de couverts, vous les avez. Il y a juste un petit calcul à faire sans être dans des grands calculs financiers, mais avec les factures, vous avez les valeurs d'achat. Pareil, dans le contrat, il est noté, moi je l'ai noté, qu'il faut qu'ils vous aident à remplir macantine.gouv, puisque c'est eux qui ont la valeur d'achat, puisque c'est eux qui ont l'achat. Ils se doivent de le faire. Et vous êtes moins seul. Et comme ça, si vous n'avez personne pour la remplir, la cantine, macantine.gouv, le prestataire, lui, peut le faire. Sous votre couvert, bien évidemment. Ça se fait à deux, hein. Je vais trop vite, vous m'arrêtez, hein, si je... J'essaye de pas de pas manger sur le chronotemps. Non, ça va, et tout va bien. Donc, la slide d'après, s'il vous plaît. Alors, les idées de suivi de l'exécution. Donc, on est toujours dans le contrôle, on est toujours sur les petites astuces. Donc, une fois que vous avez noté tout ce qu'il fallait dans votre marché, la validation et des changements de menus. La validation des menus. Bien évidemment, en général, ils ont une diététicienne qui fait des menus du groupe, qui vous les balance, et vous avez l'impression d'être obligé de les respecter et de les subir. Non, puisque vous avez écrit, vous, dans votre marché, vos exigences. Et ça, c'est très, très important. Et c'est là où vous pouvez vous défendre après. Donc, si vous voulez travailler ensemble, une validation des menus, elle est en amont. Vous avez le droit de valider ou pas vos menus, les menus qu'ils vous proposent, et vous écrivez que vous demandez à ce qu'ils vous préviennent pour tout changement de menu.
et qu'il y a validation de votre part. Alors, ça a l'air tout bête comme ça, mais si c'est pas écrit, bah, ils font un petit peu ce qu'ils veulent comme ils veulent. Il faut écrire, en fait. C'est compliqué à la base, mais ça, moi, je peux, avec Sylvestre, on peut vous aider. C'est peut-être compliqué, mais c'est un gros travail en amont, mais qui va vous faciliter la vie après, tout le long du marché. Quand je mets accepter les récurrences des produits, c'est parce que je parle des produits de saison. Et évidemment, vous aurez beaucoup plus de carottes et de salades et de choux pendant les menus d'hiver et des tomates et de tomates et des aubergines et des courgettes en été. Ça, c'est juste un, voilà, c'est pas dire, ah ben là, vous avez mis 4 fois de la salade. Ben oui, mais on est en hiver. Ah ben là, vous avez mis 4 fois des carottes. Ben oui, mais on est en hiver. Vous voyez ce que je veux dire? Le contrôle permanent, par contre, du respect du contrat. Donc, je reviens sur le contrôle traçabilité, facture, la prestation, service chaque jour. Ça, si vous avez les moyens d'avoir quelqu'un ou le personnel qui est sur votre école qui jette un œil sur la prestation, déjà si elle correspond bien au menu annoncé. C'est tout bête, hein, mais vous pouvez vous servir de votre personnel qui est sur place, voir s'ils ont bien un petit questionnaire tous les jours à remplir. Est-ce que ça correspond? Est-ce qu'il y avait les quantités? Est-ce que les enfants ont aimé? C'est un petit questionnaire tout simple qui peut aider et qui montre aussi qu'on contrôle ce qu'on fait et qu'on contrôle ce qu'on commande et ce qu'on paye. Suite au contrôle, j'ai mis en place un petit tableau de suivi afin de voir si les agences du contrat sont respectées. Donc, c'est ce que je vous dis. Et bien sûr, donc là, moi, je ne l'ai pas écrit, mais je rejoins Sylvestre, les pénalités. Alors moi, j'ai fait tout simple. J'ai demandé combien coûtait, euh, par exemple, l'achat de viande pour un service. Voilà, combien ça coûte. Ils m'ont donné la facture. J'ai vu combien ça coûtait. J'ai mis des pénalités du double de ce qu'ils achetaient, sans aller très très loin, hein. Mais j'ai mis le double. Comme ça, s'ils essayent de pas respecter le contrat, il faut qu'ils perdent un petit peu d'argent quand même. La pénalité doit être dissuasive. Donc, sans mettre des millions pour pas non plus perdre la société, comme disait Sylvestre, qui a tout à fait raison, mais il faut qu'elle soit quand même dissuasive. Par expérience, au début, j'avais mis des pénalités qui représentaient 1500, 2000 euros. Ben, en fait, ils sont prêts à perdre 2000 euros de pénalité si derrière, ils mettent une viande qui ne correspond pas à ce que vous avez demandé ou des légumes qui vous avez demandé. Et ça, vous pouvez le demander, vous pouvez vous renseigner tout autour de vous. Et ça s'appelle le sourcing. Vous avez le droit de demander à la société combien ils payent aujourd'hui, avant de préparer votre marché. Ensuite, la loi Egalim, c'est aussi la lutte contre le gaspillage. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous dans ce cas-là, mais la mise en place de la réservation des repas aussi est importante pour pouvoir donner le nombre de repas à commander tous les jours. C'est très, très important aussi pour pouvoir se retourner sur la qualité et l'exigence que vous demandez. La formation du personnel d'animation, la formation du personnel sur nos restaurants, c'est très, très important. Donc, c'est pas des formations, peut-être pas des formations diplômantes, mais au moins expliquer quand même à notre personnel qui est sur les restaurants auprès des enfants ce qu'il y a dans le marché et nos exigences. Expliquer aux enfants qui mangent du bio, expliquer aux enfants qui mangent des plats d'un producteur local. C'est intéressant de leur expliquer aussi les exigences qu'on a eues dans le marché. Parce que des fois, on dit, bon, bah, allez, il faut faire manger à la cantine. Alors déjà, la cantine, bah, vous savez ce que c'est, hein. Ce sont des enfants. Comme nous tous, ils se lèvent le matin, des fois, bah, ils sont pas en forme, ils sont pas contents, ils avaient pas envie de manger à la cantine, ils voulaient manger avec papa, maman. Il y a un petit frère, un petit sœur qui est arrivé, ou ils ont eu une mauvaise note, ou ils se sont fâchés. Et puis de leur dire tous les jours, bah, t'as qu'à manger, c'est ce qu'il faut manger, c'est à toi de manger, c'est compliqué pour notre personnel d'animation. Donc, important je pense, de leur dire, voilà, nous, on a exigé des choses, il y a ça dans l'assiette, on le contrôle. Dites aux enfants que ce qu'ils ont dans leur assiette, je sais pas, c'est du petit producteur du coin, ça pourrait être leur oncle ou leur tante, etc. C'est important aussi. C'est tout un ensemble. Ça va de la production, mais ça va jusqu'au consommateur, qui, en général, donc, sont des enfants, pardon.
Le don aux associations, important de le respecter également. Là, je reviens sur la loi Egalim. Donc, passer une convention avec les Restos du Cœur, des petites associations qui sont autour de l'école. Il y a des fois il y a beaucoup d'associations quand même pour les dons des repas. Donc, c'est important aussi, ça, de, si vous pouvez pas le faire vous, de l'exiger dans votre marché. Vous avez le droit. Et la société doit le respecter. De faire un don aux associations quand il y a des repas à jeter. Même si c'est qu'une fois par an, hein. Voilà. Et ensuite, quand je vous parlais des petits tableaux de suivi, donc il y a un tableau pour le suivi de la traçabilité des denrées, un tableau sur la traçabilité des factures. Quand vous demandez les factures à la société, en général, ça fait peur, hein. Ils n'aiment pas du tout, hein. Mais vous avez le droit, oui. Mais si c'est marqué, vous avez le droit de le faire. Même si vous le faites qu'une fois par trimestre, même si vous en prenez une au hasard par jour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste montrer que vous maîtrisez ce que vous demandez. Et c'est plus facile après pour revenir sur des sujets qui n'ont pas respecté. En fait, c'est nous, les villes, qui faisons la qualité qu'il y a dans l'assiette des convives. C'est pas le prestataire, hein. Le prestataire, il ne fait que suivre ce que vous avez écrit. Donc, si vous n'avez pas écrit, comme disait tout à l'heure Sylvestre, si vous n'avez pas exigé de la qualité, vous n'aurez pas de la qualité, même si vous mettez un prix. Et c'est ça le nerf de la guerre. Je dis la même chose, c'est quand vous allez faire vos courses, vous achetez des carottes conventionnelles, vous les payez et vous pouvez pas dire ah ben moi je voulais de la bio. Ça marche pas ça. Si vous l'avez pas écrit, vous pouvez pas exiger. Voilà. Et puis aussi, important d'écrire aussi dans votre marché que vous serez amené à visiter le lieu où seront produits les repas. Et ça, en général, ça a un bel impact. Alors que vous y visitiez les restaurants, ben, c'est normal. Ça, vous pouvez le faire de temps en temps. C'est pas la peine de le faire tous les jours non plus, hein. On fait en fonction des moyens des équipes qu'on a. Et je sais qu'elles sont pas grandes, mais il faut essayer de temps en temps d'aller sur le restaurant, de manger sur le restaurant en payant son repas, bien évidemment. Et puis après, faire des réunions. Dans les marchés, vous pouvez écrire que vous voulez rencontrer le prestataire en fonction de de vos moyens, une fois par mois, une fois par trimestre, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 15 jours. Ça, c'est vous qui décidez en fonction de ce que vous pouvez faire et que vous en profiterez pour faire un contrôle de la prestation et du marché et du CCTP et de vos exigences. Et que c'est à cette occasion-là que si vous avez constaté des dysfonctionnements, vous appliquerez des pénalités. Voilà. J'espère que je vais pas trop vite. J'essaye de tout balayer. Et je pense que je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'ai écrit après. Non, je crois que voilà, j'ai terminé. Eh ben, merci beaucoup, Sylvie, pour tous ces éléments. Donc, en effet, très opérationnel, hein, très proche du quotidien. Donc, pas de questions sur le chat, mais on a un peu de temps pour échanger. Est-ce que, euh, est-ce qu'il y a des questions, des éclaircissements ou un retour d'expérience aussi? Ça peut être intéressant d'évoquer aussi ce que vous vivez ou comment vous avez procédé de votre côté. N'hésitez pas, c'est vraiment le moment où on peut échanger librement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Oui, Yann, je t'en prie. Voilà, oui, merci beaucoup pour la présentation, c'était très clair.
Moi, je voulais revenir un peu sur là où le bas blesse un peu, en tout cas pour notre collectivité, c'est le suivi de la bonne exécution du marché. À vous écouter, je relisais un petit peu rapidement ce qu'on avait mis, nous, dans notre cahier des charges. Alors, je trouve qu'il est plutôt assez complet. Enfin, on a mis quand même pas mal de choses de ce que je m'y retrouve, en tout cas dans les préconisations que vous avez formulées. Mais en réalité, je n'ai pas le temps d'assurer, ou je ne me dégage pas ce temps-là, en tout cas, à tort. Donc, je serais preneur vous avez évoqué des tableaux de suivi. Moi, ça m'intéresserait d'avoir des tableaux de suivi qui nous permettent de bien structurer ce qu'on doit demander à notre prestataire. Avec plaisir. Euh, et alors, effectivement, c'était Monsieur Nivet tout à l'heure qui avait dit que les prestataires rechignaient à donner leurs factures. C'est vrai que pour faire la télédéclaration sur ma cantine, je demande à mon prestataire depuis 2 ans donc de nous fournir les chiffres par famille de produits, de quoi renseigner correctement l'interface, mais ça reste du déclaratif. Et c'est vrai que jusqu'à présent, en tout cas, moi, j'ai jamais demandé de facture, alors que dans mon CCTP, c'est vrai que c'est quand même marqué noir sur blanc. Alors, si je peux me permettre, est-ce que en fait la problématique, alors votre marché, il commence, il est, Alors, on est à mi-parcours, on l'a vous avez renouvelé parcours. il y a 2 ans, oui. En fait, dans le marché actuel que j'ai, toutes mes demandes en face, il y a une pénalité si elle n'est pas respectée. Donc, la télédéclaration, et en face, il y a une pénalité si c'est pas respecté. En fait, le souci, il est là, en fait. C'est que après, ils vont vous dire, bah oui, mais on n'a pas le temps, on n'a pas les chiffres. Vous allez dire, oui, mais moi, je vous demande les factures, mais derrière, si vous mettez pas une pénalité, alors après, c'est compliqué parce que si vous êtes tout seul, je comprends que le suivi de la prestation, elle est plus complexe. Après, vous Excusez-moi. pouvez aussi, Ouais. il y a des courriers type, écrire directement au responsable de la société, hein, en Oui. disant que vous le convoquez, puisqu'il ne respecte pas le marché de vous donner les factures. En plus, si vous l'avez écrit, hein. Oui, oui, je l'ai écrit et on a aussi mis que le titulaire devait transmettre un bilan de suivi trimestriel qui reprenait tous les éléments précités, donc les factures, Ouais, ouais. les valeurs d'achat, etc. Et c'est vrai que si je ne le demande pas, donc ils ne me le fournissent pas, Voilà. mais je prends pas le temps de les relancer non plus. Voilà, Excusez-moi, vous Un êtes petit de courrier quelle officiel. collectivité? De quelle collectivité êtes-vous? Vous n'êtes pas je précis. suis de la Grabel. ville de Gravel. Ah oui, d'accord. En fait, vous donnez votre question et vous avez bien conscience de la problématique. C'est-à-dire que externaliser sa restauration, ça, pour beaucoup de collectivités, ça veut dire on ne gère plus autre chose que de passation des effectifs. On passe des effectifs, etc. La loi Egalim, elle est venue compliquer un peu tout ça, parce que maintenant, on demande à rentrer un peu plus dans le détail et c'est une obligation. Donc, ça veut dire qu'un des premiers points, c'est qu'il faut, malgré tout, conserver, peut-être pas une structure, mais en tout cas conserver cette notion qui aura nécessité de contrôler et d'accompagner la réalisation du marché. Alors, forcément, c'est du temps humain, c'est du temps de personne, mais si c'est bien organisé dans votre marché, ça peut être quelque chose comment dirais-je, ça peut être quelque chose de ponctuel, hein, ce que l'on disait avec Anne-Sylvie. Si vous faites un point une fois tous les 3 mois en présentiel ou en visio avec votre prestataire, là, vous avez vraiment un dialogue qui va s'ouvrir. La deuxième chose, c'est qu'Egalim, c'est pas une option, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, La loi, hein. je vous promets que au Conseil national de la restauration collective et puis dans les différentes réunions des instances où on est, ça chatouille le gouvernement enfin, le ministre de l'Agriculture de mettre des pénalités parce que elle a besoin de ces données-là pour transmettre au Parlement, si vous voulez. Donc, le Parlement, hein, bon, excusez-moi, en ce moment c'est un peu le souk, mais le Parlement, c'est lui qui vote les lois. Donc, si demain il décide de voter une loi en disant que votre collectivité va être pénalisée si vous n'avez pas les bons éléments, bah, là, il faudra rendre des comptes à votre adjoint aux finances, quoi, hein. Il va vous dire comment que ça se fait qu'il nous réclame tant. Donc, d'autant que, comment dirais-je, l'État
a mis en place un certain nombre d'accompagnements, hein. Vous avez le 1 euro à la cantine, enfin, vous avez des accompagnements aujourd'hui, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Oui, je connais, Et non, mais aussi on respecte la loi Egalim, hein, on est même au-delà et oui, voilà, mais on vous Oui, bénéficie n'êtes vous pas de êtes au-delà, éligible, oui. éligible à comment ça s'appelle, à la bonus cantine à 1 euro, Egalim. là. Hein? Oui, 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 on a la tarification sociale et le 1 euro par repas, Voilà. bonus Donc Egalim. On le respecte. vous touchez de l'argent là-dessus. Donc vous comprenez que ça va être aussi facile pour le législateur de dire, puisqu'on distribue de l'argent, on va le récupérer au bon, on va récupérer chez les mauvais. Donc ça veut dire que votre prestataire, là, il y a un vrai sujet à pénalité financière. Et comme disait Anne-Sylvie, à pénalité financière significative. Parce que l'enjeu pour vous, c'est que si vous ne déclarez pas dans Egalim, vous allez perdre la subvention de la Ouais. cantine à 1 euro. Alors, j'ai vu des collectivités dans la banlieue de Bordeaux, 60% du budget de leur restauration était couvert par la subvention. C'était impressionnant le montant qu'ils arrivaient. Nous avaient non seulement la cantine à 1 euro, mais, enfin, ils avaient le dispositif, mais ils avaient l'euro supplémentaire parce qu'ils respectaient Egalim. Donc, le jour où on va leur retirer, c'est le problème de ces subventions, hein, d'État, c'est que tant que vous les avez, tout va bien, c'est le bonheur, mais le jour où on vous les enlève, ah, alors là, c'est plus la même chanson. Donc, je pense que là, vous avez un vrai sujet à définir, alors peut-être dans une forme de dialogue et encore, à définir avec, comment dirais-je, d'une manière arithmétique, le vrai montant de la pénalité. Parce que la pénalité, elle peut vous coûter très cher. Le non-respect de cette clause-là peut vous coûter très cher. Donc Monsieur, ça, c'est un vrai élément. Après, c'est toujours pareil, avec des prestataires de services, il y a quand même nécessité d'avoir, il y a quand même obligation de dialoguer. Parce que vous comprenez qu'une cuisine centrale qui va, vous êtes en livraison de repas, on vous livre des repas, c'est ça? Oui, on nous livre en Ouais, liaison ouais. froide, oui, oui. On vous livre en liaison froide. Alors, je ne sais pas combien vous faites de repas. Vous avez combien de repas par jour? 90 000 repas par an, un peu plus de 90 600 000. par jour. 600 c'est un par par jour. jour. Donc, vous êtes Ils quand sont même, livrés d'où? De Sauvian. C'est SHB? C'est Non? SHCB, c'est ça. Oui, oui, exactement. voilà. Donc, SHCB, ils ne fabriquent pas 600 repas, si vous voulez. SHCB, je ne sais pas combien ils fabriquent de repas sur leur cuisine, mais leur cuisine, elle est certainement plus importante. Donc, il faut qu'ils isolent quelque part votre partie à vous, voilà, dans la masse de leur repas. Alors, vous me direz, c'est leur problème. Oui, effectivement, c'est leur problème. Mais si vous avez un client qui dit, moi, Egalim, ça m'est égal, j'en ai pas besoin, ben, ils vont être obligés de lui faire un certain repas. Vous, vous êtes Egalim, vous avez vos exigences, donc vous avez un repas. Donc, c'est peut-être à un moment donné, à eux, ça nécessitera peut-être un travail important chez eux d'isoler la part de votre collectivité pour vous donner vos chiffres à vous. Mais peu importe à la limite. Mais ça nécessite aussi d'avoir une forme de compréhension du système. Alors après, ça veut peut-être aussi dire que cette société-là, bah, finalement, elle ne vous convient pas, enfin, ou plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tant qu'il n'y avait pas besoin de déclarer, bon, bah, après tout, vous aviez des repas, ça vous correspondait à la qualité ou pas. Maintenant, là, la société, ben, il y a un moment donné, elle est obligée de se confronter à ça, parce que sinon, pour vous, il y a un risque économique. Voilà. Et Monsieur Issard, si je peux me permettre, aussi pour vous couvrir, vous, c'est au moins d'écrire. Pour Alors, bien montrer, sûr, ça, parce que ça, c'est super important parce qu'on se dit, bon, on va le faire, ça se passe bien avec le prestataire, on va pas rentrer dans des considérations. Mais si vous avez un contrôle de la DGCCRF ou de la DDPP, il va falloir montrer quand même, ou de la Commission des finances, qui en ce moment tourne beaucoup, montrer que voilà. vous avez un écrit et que vous avez officiellement demandé à la société les données. Mhm. Mhm. Que même si vous l'avez mis dans votre marché, comme la société ne répond pas, vous avez fait un écrit en AR. Oui, c'est vrai. Si je peux me permettre, monsieur Oui, Issard. oui, oui. Mhm. Alors, Non, non, mais je veux pas monopoliser la parole, juste pour dire qu'ils me fournissent les données. C'était juste la question de savoir que ça reste du déclaratif. Donc voilà, Alors, il faut que moi alors, j'aille plus loin oui, en mais exigeant des est-ce, factures et des est-ce oui, chiffres. oui, mais vous inquiétez pas, on a. Alors, il y a une, comment dirais-je, c'est la suite logique, hein, de ces mesures étatiques avec le délai que ça prend, mais il y a une campagne de contrôle de la DGCCRF nationale sur la Ouais, loyauté des produits. Et alors, dès lors que vous êtes en prestation de repas livrés, si vous avez, vous, le contrôle, euh, la DGCCRF ira chez votre prestataire pour vérifier les chiffres. C'est-à-dire que, à la limite, entre guillemets, vous n'êtes pas responsable
comment dirais-je, d'une fausse déclaration de votre prestataire. Si votre prestataire ne vous correspond pas, enfin, vous donne des éléments qui sont faux, la DGCCRF Ça, c'est va pas votre contrôler problème. chez les prestataires. Ils vont même très loin, là, ils vont même contrôler chez les fournisseurs. C'est-à-dire que vous avez un fournisseur qui vous dit que ce produit-là est machin, il remonte chez les industriels ou chez les fournisseurs pour vérifier la véracité de ce que vous donne. Donc il y a une campagne de contrôle là-dessus. Voilà. Mais ça ne vous empêche pas aussi d'aller plus loin. C'est ce que vous disiez. C'est-à-dire que ça ne vous empêche pas de demander un détail un peu plus fourni ou vous n'allez pas. La confiance n'exclut pas le contrôle, oui, mais à un moment donné, il faut savoir ce que coûte le contrôle. C'est-à-dire que si le contrôle, vous n'allez pas travailler à plein temps là-dessus pendant 3 mois, ça n'a Non, pas de non, non, sens, non. si vous voulez. Voilà. Non, mais par contre, Euh, on n'est pas responsable de ce que nous dit la non, société. Ça, non. c'est clair. Par contre, on est responsable du bon respect et de la bonne procédure du marché. C'est là où je vous dis, faites attention. Très bien. Merci. Alors moi, il y a une question de Madame Belin. Par contre, juste pour éclairer le sujet sur ces factures-là, Sylvestre, vous avez parlé de secret industriel. Oui. Là, on voit bien, Yann, qu'il y a peut-être justement pas forcément le souhait de transmettre les factures alors qu'elle s'est notifiée dans le contrat, dans le CCTP. Là, c'est plutôt une question oui-non, mais on est bien d'accord qu'en fait, les factures peuvent et doivent être transmises dans le suivi d'exécution du contrat. Les C'est sociétés noté, de oui. restauration, et c'est une mesure de leur syndicat, hein, c'est pas une mesure d'une société de restauration, c'est que pour eux, le prix unitaire des denrées alimentaires relève du secret industriel. C'est-à-dire le prix auquel ils achètent le kilo de frites ou le kilo je prends de frites ou de steak haché, ça c'est du secret industriel. Mais comment dirais-je? Parce que ça pourrait être comparé avec le prix de la société concurrente, etc. Donc, il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas donner. Mais par contre, le montant des achats sur cette famille de produits, cette qualité de produits dans votre marché, ça, c'est pas du secret industriel. Vous ne rentrez pas dans le détail. Ils vont vous dire que pour vos 600 repas, ils ont acheté tant d'euros de produits bio. Là, on n'est pas dans le secret industriel. Vous ne leur demandez pas combien comment dirais-je, coûte un kilo de carottes bio chez eux. Voilà. Alors Ok. après, si vous demandez effectivement une facture, c'est ce que tu as fait, toi, Sylvie, tu as demandé une facture d'un service. Voilà. Ou en tout cas, alors, c'est un peu délicat. C'est-à-dire que si vous demandez une facture d'un service, il pourrait très bien biffer le prix unitaire, si vous voulez, et vous donner que le montant total de la facture. Mais dès lors que vous leur demandez les prix unitaires des achats des denrées alimentaires, ça, ils sont, à mon avis, ils sont pas obligés de vous le donner, ils seront réticents à vous le donner. Mais c'est pas ce qui vous intéresse. Vous, ce qui vous intéresse, c'est pas le prix du kilo de pommes, c'est le montant d'achat Montant de global. fruits et légumes bio ou sous SICO, etc. Voilà. Ok. Bon, très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si dans les contrats, il y a aussi la possibilité de mettre des pénalités sur le format de la donnée et la réception des données, hein. Ça peut être Oui, une pénalité à part entière Oui, d'un montant décidé, mais si c'est pas reçu, c'est telle pénalité et elle est très exactement. identifiée. oui, C'est oui, chose qu'on Ouais. faisait, nous, en collecte déchets, par oui, exemple, voilà, avec les oui. comptes rendus. Et d'ailleurs, en pourcentage, ce qui est même intéressant, c'est sur ce sujet-là, hein, des Galim, comme Egalim, c'est un pourcentage des achats, ce qui est intéressant, c'est de mettre une pénalité qui représente un pourcentage du marché. C'est-à-dire que voilà, votre marché, vous estimez que votre prestataire, je sais pas, il gagne tant sur le marché, enfin votre marché fait tant d'euros par an, ben, vous pouvez lui demander 4, 5%, 10%, enfin 10% c'est beaucoup, mais peut-être 3, 4, 5% de la totalité du marché, puisque la Legalim s'applique sur la totalité du marché. Voilà. Là, ils n'aiment pas trop. Ok, merci. On a une Et une petite. question de Madame Belin sur la place du soja et le repas gratuit en université. Alors, je crois qu'elle n'a pas de micro et pas de caméra. Euh, Peut-être demander du complément sur la question, sur la place bon, sur la place du soja et le repas gratuit en université. Bon, après, on est plutôt dans restauration scolaire élémentaire, mais Ouais, quelque moi, chose là-dessus? l'université. Sylvestre, moi, à l'université, je peux pas répondre.
Oui, mais le soja, tu n'es pas diététicienne, toi? Tu es Mais alors, diététicienne de demain. alors ah, le soja, comment dire? Aujourd'hui, le soja n'est pas, il est bon quand même d'interdire, enfin, Alors, d'éviter qu'il y ait du soja dans les. C'est pas de l'interdire, j'ai pas, je me rattrape, mais d'éviter qu'il y ait du soja dans nos plats quand même. il y a un avis de l'ANSES, il y a Oui, un avis de l'ANSES qui déconseille. Alors, il n'y a jamais fortement. d'interdiction, il y a jamais d'interdiction, si vous voulez, hein. Le Non, ministère c'est fait pour ça pas que j'ai ça. dit je me reprends. Et on déconseille fortement pour les enfants de moins de, je ne sais pas quel âge, c'est moins de 7 ans, je crois, un truc comme Non, ça, jusqu'au CM2, de moins de 10 ans. moins de 10 ans. La Ouais, donc c'est dangereux consommation, pour les petits, voilà, c'est voilà, dangereux pour les crèches. hum, Et donc on déconseille de 0 à 10 ans de mettre voilà, du soja. On déconseille fortement de mettre du soja dans les plats. Et qu'il y ait voilà. du soja dans les plats. Ouais, et que ça soit Et du du soja soja local, transformé encore plus. ouais, local ou pas local, etc. Mais du soja Ah ouais. en l'état, si vous voulez. Le soja peut très bien, la nutrition animale, etc., ça c'est autre chose. Mais de servir du soja dans la façon, il y a un avis de l'ANSES qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, Oui, là. qui déconseille comment dirais-je, la consommation du soja pour des histoires d'œstrogènes, enfin de quantité d'œstrogènes. Et puis, l'avis de l'ANSES aussi conseille sur les produits grand public que la quantité en soit précisée. Concernant les repas gratuits en université, alors j'ai des très bons rapports avec mon petit collègue du Crous de Poitiers. Il n'y a pas de repas gratuit à l'université. Il y a un repas à 1 euro. Voilà, hein. C'est-à-dire qu'il y a un repas, une sorte de tarification sociale qui s'applique dans les universités, qui est le repas à 1 euro. Je n'ai pas suffisamment la compétence ni le souvenir des conditions sur lesquelles les étudiants ont le droit à ce repas à 1 euro, mais je sais que ça touchait à Poitiers, là, au Crous de Poitiers, ça touchait une grande partie des étudiants. Voilà. Donc c'est ce qu'ils appellent le repas à 1 euro. Les étudiants payent le repas à 1 euro, ce qui est évidemment, vous imaginez bien, bien en deçà de la vraie valeur du coût complet de ce repas-là. Voilà. Mais les Ok, universités, comme les écoles, comme tout le monde est soumis à Egalim. Hein, ça, la loi Egalim Allez, pour ratisse tout le la monde. totalité des repas pris dans les collectivités, hospitaliers, segments de l'hospitalier, l'entreprise, enfin tout le monde. Voilà. ok, merci. Est-ce qu'il y a, je pense, j'espère que ça répond à la question, en tous les cas. Est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole ou échanger sur ce sujet d'exécution du marché et voilà, sur le suivi, sur maintenir les objectifs? Ça peut être un retour d'expérience aussi, n'hésitez pas. Il y a une Il n'y en a pas. question Il n'y en a sur... pas. Hmm. Il y a, il y a une question sur l'aide de Il n'y a don. pas Ouais. Oui, d'association agréée. il y en a Ouais, pas. ouais, il n'y en a pas. D'accord. N'importe quelle Vous, association. ouais, ouais. Voilà. Euh, alors, oui, alors, prestation payante, alors, bien sûr. C'est les marchands du temple, dès lors qu'il y a des mesures, ça apparaît. Non, non, comment dirais-je, la loi Egalim vous oblige à avoir la collectivité, hein. La collectivité, alors évidemment, après, euh, la loi Egalim, elle dit que c'est la collectivité qui doit avoir une convention de don, et pas forcément votre prestataire. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes obligé d'avoir une convention de don de repas, parce que effectivement, le prestataire, lui, il peut avoir des repas en trop sur son site de production, mais s'il vous livre des repas, ou si tant est évidemment que vous êtes en prestation sur place, bah, les repas en trop, ils sont chez vous, hein, ils sont sur place. Donc, la convention de don, elle doit émaner de votre collectivité. Ça, il y a des modèles types, c'est pareil. Vous allez, tout ça, ma cantine, c'est vraiment un site d'accompagnement. Ouais, Encore une c'est fois, marqué dessus. les ministères, ils font bien les choses. Bon, je ne dis pas que c'est parce qu'on est là pour les titiller, mais en tout cas, vous avez vraiment une loi qui a fait l'objet d'un gros travail d'accompagnement du législateur. Mais la convention de don, il est, enfin,
à moins que vous ayez des injonctions politiques dans votre collectivité, etc. Mais c'est du don. Alors, le don, vous avez la Banque Populaire, vous avez Resto du Cœur, vous en avez, enfin, vous imaginez, si vous voulez même, les secours catholiques. Enfin, il n'y a pas d'injonction. Et payer pour faire ça, non. Enfin, moi, si vous voulez le faire, vous le faites, hein, mais franchement, vous donnez des repas, c'est déjà pas mal, hein. Voilà. Hein, parce que ça peut nécessiter aussi une forme d'organisation chez vous. Il faut récupérer les repas, il ne faut pas qu'ils aient été réchauffés. Enfin, il y a quand même une. Voilà. Mais la convention, elle avait surtout objet, quand on en a parlé, de définir un transfert de l'égalité. C'est-à-dire que le repas, il n'est plus chez vous, il a été transféré légalement et la responsabilité du stockage et de la consommation, et s'il y avait des problèmes après, elle est transférée. C'est pour ça qu'il y a nécessité d'avoir une convention, de conventionner le don d'alimentation. Peut-être là, si je peux Oui, Ouais, intervenir, vas-y. monsieur Alameddine. Par rapport au cas de Miam-Up. Miam-Up organise la logistique. On n'est pas sur la convention en elle-même. Ils organisent la capacité en garantissant toute la réglementation ah oui. sanitaire avec une plateforme de numérisation qui me paraît, moi, très intéressante, qui permet d'établir le lien entre l'établissement scolaire et des associations qui peuvent distribuer ces repas Voilà. et ils interviennent en tant que prestataires sur la base d'une plateforme numérique avec toutes les D'accord. qualités requises au niveau sanitaire. Ils ne sont pas sur la convention. Il ne faut pas D'accord. payer pour établir une convention. Ils font payer. Et alors, je ne connais pas la tarification, mais on les a rencontrés récemment. Ils nous ont sollicité, effectivement. C'est une entreprise qui est en train enfin, qui essaie de s'installer sur Montpellier avant d'être. Enfin, ils sont déjà bien installés sur Toulouse. Mais voilà, ce que je voulais préciser, ce qu'ils assurent, eux, D'accord. c'est la logistique entre le Mhm. restaurant scolaire et l'association, et une mise en lien par le biais d'une plateforme numérique, D'accord. où le restaurant scolaire déclare avant 14 heures le nombre de repas qui n'ont pas été servis, qui est ensuite retransmis aux associations qui sont partenaires, et ils font ce rapprochement entre l'offre et cette demande, tout en assurant l'interface logistique dans les meilleures conditions qui soient. C'est un facilitateur, quoi. Voilà, en fait. Oui, oui, bah, Mm. surtout, enfin, ils sont là en Ouais, termes de logistique avec les éléments logistiques, ouais, 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 le d'accord. contrôle de température, enfin, tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire. Autour D'accord. Mm. Ok, merci Badi pour cet éclaircissement. D'autres choses sur l'ensemble des échanges et des présentations de Sylvestre et Anne-Sylvie? Ou c'est bon, on peut peut-être après passer sur la partie un peu télédéclaration. N'hésitez pas de toute façon à recontinuer sur le chat. Alors, j'avais prévu une petite partie sur la déclaration et les suites de marché. On va pas tout reprendre puisqu'en fait beaucoup de choses se sont déjà dit. C'était vraiment dans cette optique en fait, d'utiliser la commande publique et notamment l'écriture du cahier des charges pour finalement faciliter cette télédéclaration. Comme l'indiquait Sylvestre, la télédéclaration, elle est obligatoire maintenant depuis 2023, donc il y a une différence entre il y a l'inscription sur la plateforme Ma Cantine et la télédéclaration, ce sont deux choses qui sont différentes. Bon après, il me semble que les communes présentes sont toutes inscrites et télédéclarent. Peut-être par contre à des niveaux différents. À savoir par contre que donc on doit télédéclarer avant le 31 mars de l'année en cours sur les données de l'année N-1. Cette année, la télédéclaration, petit rappel, sera ouverte du 7 janvier au 31 mars 2025. Donc ça commence à s'approcher. Petite phrase de la DRAF Occitanie que nous avons eue par mail, mais que je retranscris quand même pour montrer
l'importance pour la DRAF sur ce sujet-là. Donc voilà, 2026, l'accent sera porté sur l'effectivité des télédéclarations de 2025. Donc il y a quand même une forme de, 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 un peu vérification, en tous les cas, d'aller un petit peu plus loin sur ce qui se fait réellement sur les télédéclarations. Donc sur les données à travailler, je ne vais pas trop revenir dessus. Vous avez certainement bien compris en fait que le format des données transmises par le fournisseur ou enfin les prestataires en l'incluant dans le cahier des charges sera facilitant pour télédéclarer. C'est pas forcément du copier-coller, mais en fait finalement presque. On peut aller vraiment sur le détail du format et sur le contenu attendu. Pourquoi ça offre enfin, c'est vraiment cette notion aussi de transparence que vous allez avoir dans votre marché. Ça va vous offrir un temps où vous allez voir plus clair sur ce qui est réellement fait, sur ce qui est réellement fourni, et savoir si les engagements sont tenus ou non, puisque en effet, on peut croire, on peut penser qu'ils sont tenus, et ce n'est peut-être pas le cas. Donc c'est une opportunité, c'est peut-être un peu facile à dire. On sait que ça prend du temps, ça prend du temps. Le principe du trimestriel, du point trimestriel, peut vraiment faciliter ce maintien, en tous les cas, de s'assurer que les données sont correctes, bien transmises. Et la télédéclaration aussi, comme le disait Anne-Sylvie, ça peut être intégré largement au cahier des charges. Alors la collectivité reste responsable de sa télédéclaration, mais en tous les cas, le prestataire peut faire partie intégrante de cette étape-là. Et suivant vos moyens en interne, ça peut être une vraie opportunité pour vous de le travailler directement avec le prestataire. Donc, c'est des choses qui se font déjà, qui sont déjà intégrées dans des marchés. Je ne sais pas si dans les participants, il y en a qui l'ont intégré dans leur marché directement sur la télédéclaration auprès du prestataire. Est-ce que certains l'ont écrit ou pas? On va dire que pas. Euh, voilà. Donc bon, après, nous, on essaiera Alec, enfin, on va, justement, ça me fait amener à la dernière slide. Dans le cadre du partenariat donc avec la métropole, dans le cadre de son PAT et donc des objectifs de la DRAF, on va avoir un petit plan d'accompagnement auprès des communes pour cette déclaration, donc un soutien. Notamment, alors on va prioriser évidemment, parce qu'on ne va pas pouvoir faire 31 communes, enfin 30 communes sur le territoire. On priorisera en commençant évidemment par les communes qui sont non inscrites et ensuite des communes qui sont inscrites mais qui ne télédéclarent pas. Et après, peut-être les communes qui télédéclarent mais en mode simplifié, parce qu'il y a différents modes, avec un espèce de SAV, de back-office des communes accompagnées. Donc notre objectif, c'est un petit peu de creuser le sujet, d'aider et d'accompagner pour que le territoire, enfin l'ensemble du territoire, parte sur cette télédéclaration de manière plus que simplifiée, voilà, vraiment détaillée. Euh, on cherchera du coup certainement on va se faire former, mais aussi des exemples de cahier des charges où ça peut être écrit, comment c'est écrit et voilà comment ça peut être amené dans le suivi et l'exécution des marchés. Voilà pour cette partie télédéclaration. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce sujet-là. En tous les cas, la plateforme Ma Cantine, comme c'était soulevé, il y a énormément d'informations dessus. Il y a des outils. C'est plutôt aidant, en fait. Hein. C'est pas seulement la législation qui vient taper à la porte en disant hop, 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 on veut des données. Ils ont quand même travaillé pour que beaucoup de choses vous soient proposées et c'est une opportunité. Allez fouiller sur Ma Cantine, allez voir, renseignez-vous. En tous les cas, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si Sylvestre, Anne-Sylvie, vous voulez rebondir Oui, sur le juste, sujet. juste deux Oui. petites, enfin deux points. Le premier point qui est souvent un peu questionnant, c'est les collectivités qui sont multisites. C'est-à-dire que quand vous avez, comment dirais-je, je crois qu'il y en a une là, vous avez
un CIVOM, Oui, qui doit déclarer? Est-ce que c'est chaque collectivité qui déclare ou est-ce que c'est le CIVOM qui déclare? Donc, vous avez par exemple le même schéma pour les conseils départementaux. Quand vous êtes dans un conseil départemental qui a une centaine de collèges, qui déclare? Les 100 collèges individuellement ou le conseil départemental? Ça, c'est un choix, et c'est un choix qu'on a voulu maintenir, parce qu'au départ, le ministère voulait que chacun déclare. Sauf que c'est parfois un petit peu compliqué d'obtenir les éléments éclatés, si vous voulez. Si vous avez, par exemple, vous n'avez qu'une seule cuisine centrale qui vous livrerait tout le CIVOM, ben, vous auriez que, de toute façon, toutes les villes auraient le même élément. Donc, vous pouvez toujours faire une déclaration et rattacher des établissements aux déclarants. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de bien rattacher les établissements qui composent votre déclaration, parce que sinon, après, les ministères, ils ne s'y retrouvent pas. Il y a des sites qui, pour eux, ne sont pas déclarés, alors que finalement, ils ont été déclarés en centralisation. Après, le sujet, effectivement, est un petit peu, comment vous dire, politique, puisque l'objectif de la déclaration mercantile, c'est qu'elle n'est pas contraignante pécuniairement, mais elle est déclarative avec une obligation de communiquer auprès des usagers du service public. Donc les usagers du service public, là, vous avez bien, comment dirais-je, une évaluation de votre politique publique de l'alimentation sur votre collectivité. Hein. J'emploie des termes qui sont très à la mode, hein, l'évaluation des politiques publiques, mais ça, c'en est une. C'est-à-dire quelle qualité vous mettez, et factuellement, là, vous avez des chiffres. Donc en fait, si vous voulez, c'est un sujet qui est souvent accompagné par les élus, parce que ça démontre l'atteinte ou la non-atteinte d'objectifs qualitatifs. Voilà. Et puis, comment dirais-je, le dernier point, c'est la déclaration. Donc ça, en tout cas, vous, en tant que fonctionnaire territorial, etc., ça vous aide grandement vis-à-vis de vos élus pour que vous ayez les moyens de faire cette déclaration et de l'obtenir, puisque c'est obligatoire, que ça mettra en valeur la collectivité. Puis le dernier point, c'est comment dirais, la déclaration simplifiée. Ça, c'est pareil, c'est-à-dire que les législateurs, ils veulent avoir, ils ont accepté de voter la loi Egalim, mais à la condition d'avoir des éléments qui leur seront opposés. Donc, ils veulent avoir tout un tas de détails. Quand on dit la viande de qualité, ben, achat de produits de qualité sous SICO, combien vous avez acheté de viande, combien vous avez acheté de fruits, combien vous avez acheté de fromage, ça, c'est la déclaration simplifiée. Comment dirais-je? Non, pas simplifiée, c'est la déclaration exhaustive. Mais c'est parfois là effectivement compliqué d'avoir tous ces éléments-là. Hein. C'est-à-dire que ça nécessite une informatisation assez pointue, notamment pour un prestataire qui va produire des repas pour plusieurs collectivités sur peut-être plusieurs lignes de menu. Donc la déclaration simplifiée, elle devait s'arrêter au bout de 2 ans, puis finalement, ils sont un peu obligés de la maintenir. Ça reste, vous avez un volume global d'achat, et à l'intérieur de ce volume global d'achat, vous avez tant pour le bio, tant pour les différentes qualités définies dans la loi Egalim. Ça reste encore d'actualité. Ça mettra plus de temps, vous savez, entre le temps du législateur et le temps de l'application sur le terrain, surtout dans ce domaine de la restauration collectivité, et encore plus pour des collectivités territoriales, comme l'échelon des collectivités territoriales est très disparate. Ça va rester encore un petit moment. Voilà, hein, la déclaration simplifiée. Mais si vous avez dans les grandes masses la répartition de vos achats, c'est bien. D'autant que le grand public, c'est-à-dire que là où, puisque vous avez l'obligation de communiquer auprès de vos administrés, ce qui les intéresse, les administrés, c'est pas la quantité de pommes bio ou de pommes bio ou de poires bio. Ça intéresse la quantité de bio globalement qu'il y a dans la prestation, et puis la quantité de produits sous cycle de qualité qu'il y a dans la prestation. Voilà. Surtout en plus, si vous êtes au-delà des 50% de qualité. Vous voyez, moi, la collectivité où j'étais, que quand j'ai récupéré les déclarations pour les programmes, déclarations de foi pour les programmes des candidats, il y avait 5 candidats, les 5 avaient marqué que de toute façon, ils seraient à 100% de produits de qualité locaux dedans. Donc, c'est pas compliqué, ça fait du consensus et d'unanimité. Vous voulez tous 100% de produits de qualité, de produits locaux. Oui. Voilà. merci Sylvestre pour ces éléments-là.
Des questions ou sur ce sujet de télédéclaration, sur ce format donné, retour d'expérience? Bon. De toute façon, on arrive au terme de notre webinaire. On est complètement dans les temps, il est 58. Que de... C'est parfait. Dans tous les cas, si vous avez des questions qui vous reviennent ultérieurement ou un souhait de se mettre en relation, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je ferai le lien, pas de problème. Sylvestre et Anne-Sylvie, donc ont représenté Agores et mis un peu en lumière aussi ce réseau-là. N'hésitez pas à aller vous renseigner, à solliciter si nécessaire. En tout cas, je vous remercie pour tous ces échanges, cette richesse aussi. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Il a été enregistré, donc vous pourrez le revisionner autant que nécessaire. Il sera mis en ligne avec un compte-rendu sur notre site internet, comme d'habitude. Vous pourrez donc aller le visionner, le transmettre aussi. N'hésitez pas à transmettre à des personnes tiers qui ne sont pas forcément dans le réseau intercommunal, mais qui pourraient être intéressées. En tous les cas, c'est ouvert. Et voilà, je clôt ce webinaire voilà, avec beaucoup de joie, puisque ça a bien fonctionné et j'espère qu'il vous a été enrichissant. Merci beaucoup, Sylvestre. Merci beaucoup, Anne-Sylvie, pour vos interventions. C'était très, très bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.